C'est un des projets auxquels le gouvernement tient le plus, si on en juge par son insistance à vouloir le mettre en œuvre. Déjà, au programme du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, il a fallu la crise du Covid pour qu'il soit retardé. Le voilà aujourd'hui relancé sous de nouveaux atours, dans un contexte politique où le gouvernement n'a pas une Assemblée nationale sous contrôle, même s'il peut compter sur les voix LR pour l'imposer, mais sans doute au prix de baisses de pensions encore plus importantes. Pour justifier la nécessité de cette réforme, il avance trois arguments, dont la répétition n'implique pas la justesse. Le premier, c'est celui de l'équilibre du système qui serait menacé d'un déficit insupportable pour les générations futures, qui sont ici opportunément convoquées, bien que le gouvernement se soucie beaucoup moins d'elles pour le réchauffement climatique. Mais l'analyse du rapport du COR, organisme indépendant, montre qu'il n'y a en réalité pas de problème de déficit du système des retraites. Le deuxième, c'est l'argument, présenté comme une évidence, qu'avec une espérance de vie croissante, il est normal de travailler plus longtemps. À cette évidence, on peut faire remarquer d'une part que faire travailler plus longtemps ceux qui ont déjà du travail, tout en acceptant un faible taux d'emploi des seniors et un chômage important, c'est épuiser les uns et désocialiser les autres. Et, d'autre part, que jamais n'est posé le sens et le contenu de ce travail supplémentaire, qui serait indispensable. Pour le gouvernement, ce qui compte, c'est juste le temps qu'on passe à travailler, quoi qu'on y fasse. Des logiciels truqueurs, comme chez les constructeurs automobiles, des produits financiers toxiques, ou davantage de soignants et d'enseignants. C'est d'ailleurs ce qui explique le refus syndical, qui ne parle pas du temps passé au travail, mais des conditions concrètes dans lesquelles il s'effectue et des rémunérations correspondantes. D'où un dialogue de sourds qui ne risque pas de s'améliorer si le gouvernement ne fait que ressasser ses pauvres arguments. Cette opposition entre l'accent mis uniquement sur le temps et celui mis sur ce qu'on en fait explique d'ailleurs ce que le gouvernement appelle pudiquement des métiers en tension, comme pour les agents d'entretien, les aides-soignants, les aides à domicile, la restauration, les ouvriers non qualifiés ou les agents de sécurité, caractérisés par des bas salaires et des mauvaises conditions de travail, horaires décalés et travail de nuit. Plutôt que de réformer le système des retraites et de durcir les conditions de l'assurance chômage, c'est l'ensemble de la production qu'il faudrait transformer. D'autant qu'il n'est pas du tout sûr que les conditions environnementales, ressources disponibles, externalités négatives, permettent la poursuite de notre mode de production actuel. Le dernier argument, c'est celui de la création de richesses qu'une augmentation du temps de travail permettrait. Même si, on vient de le voir, la nature de cette richesse reste bien floue, ce qui permettrait de financer d'autres biens publics. Mais que l'on constate une dégradation inquiétante des biens publics, comme la santé ou l'enseignement, doit davantage à des politiques publiques qui les mettent dans l'incapacité de fonctionner correctement, entretenant la grogne des usagers et la justification d'un recours au privé, censé par hypothèse être plus performant. Expliquer au bon peuple qu'il faut travailler plus, quand, dans le même temps, on octroie sans condition plus de 100 milliards d'euros par an aux grandes entreprises, vient sérieusement relativiser la crédibilité de cet argument. Derrière ce faux problème des moyens qui manquent, alors que la pénurie est soigneusement organisée, il y a la répartition des richesses et leur contenu. Que l'on sache, les actionnaires n'ont pas vraiment souffert, et Piketty, citant le rapport mondial sur les inégalités, révèle que de 2010 à 2022, les 500 plus grandes fortunes de France sont passées de 200 à 1000 milliards d'euros. De 10% du PIB à 50%, soit le double de ce que possèdent les 50% les plus pauvres. En réalité, cette réforme, proclamée nécessaire, n'a pour objectif que d'étatiser la protection sociale en dépossédant les partenaires sociaux de leur pouvoir de gestion, acquis après la Deuxième Guerre mondiale et progressivement réduit de réforme en réforme. De cette façon, l'État pourra continuer sa politique au service des actionnaires en diminuant les impôts des entreprises et au prix d'une baisse sensible de nombre de retraites, au contraire de ce qu'il s'évertue à proclamer. De la part d'un gouvernement qui compte 19 millionnaires, il n'y a pas lieu de quoi être surpris, mais il y a d'excellentes raisons de résister.